Avec vous, Hélène Frade, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Dans la presse aujourd'hui, l'annonce par les autorités d'occupation russe, on en parlait dans le journal à l'instant, de la victoire du oui au référendum d'annexion dans les régions occupées de l'Est de l'Ukraine. Elle a une ce matin du site du Moscow Times, quotidien russe indépendant. La présidente de la commission électorale de la région de Zaporijjia, Galina Danilchenko, annonce que 93,11% des électeurs, très exactement, ont dit oui à l'annexion à la Russie. 93%, c'est un peu plus que dans la région de Kherson, 87%, mais moins qu'à Donetsk, où le oui l'a emporté à plus de 99%. Un résultat colossal, selon Denis Pouchiline, le leader séparatiste de la région de Donetsk. Colossal, ou plutôt digne de la Corée du Nord, d'après Le Parisien aujourd'hui en France, qui précise qu'un texte doit maintenant être voté devant le Parlement russe pour entériner ces annexions. Une simple formalité qui pourrait être remplie aujourd'hui même ou demain, selon les agences russes. Le Figaro, de son côté, annonce que le patron du Kremlin s'apprête à intégrer à la Russie l'équivalent d'un territoire aussi grand que le Portugal, près de 100 000 km². Le Figaro qui rappelle que Vladimir Poutine s'est lancé dans l'aventure de ces référendums sans pratiquement aucun soutien international et que personne aujourd'hui n'a l'intention de reconnaître d'aussi grossiers simulacres de démocratie, je cite, pas même des voisins et alliés comme le Kazakhstan. Et sur les réactions à l'étranger après ces référendums, on y reviendra à 7h40 avec Gauthier Rybinski. C'est dans ce contexte, Hélène, de guerre en Ukraine que les gazoducs, on en parlait à l'instant, Nord Stream reliant la Russie et l'Allemagne en mer Baltique ont été touchés lundi par des fuites spectaculaires qui ont été précédées d'explosions sous-marine. Et ce matin, la une du journal danois Politiken, une carte détaille le déroulement de ces incidents qui se sont produits sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 au sud-est de l'île danoise de Bornholm. Ces deux gazoducs sont actuellement hors service à cause précisément de la guerre en Ukraine. Le journal cite la déclaration de la première ministre danoise, qui a évoqué des actes délibérés. Mette Frederiksen, qu'on retrouve à la une d'un autre quotidien danois, Extra Bladet, avec ce titre pour le moins alarmiste, terreur gazière, terrorisme gazier. En page intérieure, le quotidien danois évoque la possibilité d'un sabotage avec cette photo qui a été prise hier par l'armée danoise. Il s'agit d'un bouillonnement de gaz qui s'étend sur une surface d'un diamètre d'1 kilomètre environ. Le journal qui rapporte par ailleurs que Mette Frederiksen se trouvait hier en Pologne pour l'inauguration d'un autre gazoduc, le projet Baltic Pipe, un projet destiné à permettre aux Européens de devenir plus indépendants à l'avenir des livraisons de gaz russe. Pour revenir sur les fuites dont vous parliez à l'instant, Hélène, il y a beaucoup d'hypothèses qui circulent sur les raisons de cet accident en mer. Le quotidien berlinois Der Tagesspiegel, qui a été le premier hier à évoquer la possibilité d'un sabotage, émet deux hypothèses. Tout d'abord, une possible attaque commanditée par la Russie pour faire flamber à nouveau les prix du gaz afin d'envenimer la crise énergétique. Deuxième hypothèse envisagée par le journal, un incident causé, je cite, par l'Ukraine ou l'un de ses alliés, des perturbations sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 pouvant faire éventuellement les affaires de Kiev. L'hypothèse d'une attaque russe laisse toutefois sceptique. The Guardian, le quotidien britannique, estime que compte tenu des problèmes de la Russie en Ukraine, l'idée que Moscou pourrait intervenir en ciblant les pipelines et les câbles sous-marins occidentaux en mer Baltique ou ailleurs reste, je cite, difficile à croire. Quelques mots, Hélène, on en parlait dans le journal, bien sûr, de ce procès très attendu qui commence aujourd'hui en Guinée, le procès de l'ancien dictateur Moussa Dadis Camara et d'une dizaine de co-accusés mis en cause pour le massacre du 28 septembre 2009, il y a 13 ans, tout juste une journée au cours de laquelle 156 personnes avaient été tuées et au moins 109 femmes violées. 13 ans après les faits, Ouaked Serra s'interroge sur l'attitude que va adopter Moussa Dadis Camara. Le site guinéen se demande s'il est réellement décidé à faire éclater la vérité et toute la vérité pour
soulager les victimes et les parents des victimes. Et il se demande aussi si le colonel Doumbouya, qui est le chef de la junte actuellement au pouvoir, va lâcher l'ex-capitaine Dadis Camara. Le journal burkinabé L'Observateur Pelga se demande, lui, si ce procès sera équitable ou s'il faut craindre que les militaires qui sont actuellement au pouvoir vont instrumentaliser éventuellement la justice à des fins politiques. On ne se quitte pas là-dessus, Hélène. Et avant de vous dire à tout à l'heure, Pauline, je vous propose la suggestion du jour pour lutter contre la crise énergétique. Une recommandation du ministre de l'économie et des finances français, Bruno Le Maire, qui a déclaré hier qu'il prévoyait de porter des cols roulés pour faire des économies d'énergie à Bercy. Ce conseil vestimentaire, évidemment, a beaucoup fait sourire les réseaux sociaux, où le ministre s'est retrouvé, sans surprise, rhabillé pour l'hiver. Sans surprise, non. Merci beaucoup, Hélène. C'était la revue de presse.